Ça marche? Ouais. Bon, eh ben, je ne sais pas si... Oui, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier Philippe et son équipe de Darwin de nous recevoir aujourd'hui pour vous expliquer en fait ce qui se passe sur le projet EMME et ce que la CEPANSO, les riverains et un certain nombre d'associations qui nous soutiennent ont fait hier et vous expliquer exactement où on en est. Je suis avec Philippe Barbedienne tout à droite qui est le président de la CEPANSO Gironde, Olivier Chambord qui est notre avocat à Bordeaux et qui a déposé le recours contre le Conseil d'État. Et moi-même, je suis Florence Bougaud, je suis administratrice de la CEPANSO Gironde. On va passer un petit peu de temps avec vous pour vous expliquer exactement ce qu'il en est et ce qu'on a fait hier en déposant ce recours. Et puis surtout, après, on va vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions sur ce projet EMME et ce que vous voulez savoir et ce à quoi vous n'avez pas eu de réponse jusque-là. Je pense qu'il est temps aussi qu'on prenne maintenant le temps de la médiatisation. On a laissé le porteur de projet pendant 2 ans s'expliquer. Il est temps maintenant d'expliquer en fait ce qu'est ce projet aussi pour les habitants, la population et l'écosystème. Voilà. Alors, ce qui s'est passé en fait sur ces dernières semaines, c'est que le 5 septembre 2025, l'État a signé un vendredi, en sa qualité de Premier ministre, M. Bayrou a signé un décret qui a décidé de mettre le projet EMME comme projet en priorité nationale. Et ça nous a conduit du coup eh bien, à la fois à étudier ce dossier et à prendre la décision de porter un recours qui a été déposé hier au Conseil d'État pour en fait remettre en cause l'intégralité de ce qui est dans ce décret et en premier lieu l'histoire de la souveraineté industrielle et du projet d'intérêt national. Alors, je ne sais pas, voilà. En gros, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Eh bien, ce projet, c'est un projet d'usine de sulfate de nickel et de sulfate de cobalt qui a prévu de s'installer à Parampuire et à Blanquefort sur une zone qui s'appelle Gratquina, qui est une zone qui est en bordure immédiate de la Garonne, à un endroit aujourd'hui qui est un endroit qui est naturel et agricole, et absolument pas un endroit qui est un endroit industriel. Depuis le départ, je voudrais revenir rapidement sur la genèse de ce qui s'est passé parce que c'est assez édifiant. La façon dont on a appris ce projet, c'était en 2024, au tout début de l'année 2024. Une personne a contacté la CEPANSO avec les mots suivants. Je suis fonctionnaire de l'État, je souhaite sortir de mon droit de réserve, je viens de voir un projet, il faut absolument que vous alliez à la réunion publique. Merci de me rappeler. On n'a pas ça souvent, on a rappelé, et le projet tenait en 3 mots. C'est un projet d'usine Seveso, c'est un projet en zone inondable, je ne comprends pas ce qui se passe. On est donc allé à la première réunion qui a eu lieu en mars ou avril 2024, et à l'issue de la réunion, il a été fort de constater que c'était exactement les 3 mots. C'est un projet d'usine Seveso seuil haut, il est prévu en zone inondable, nous non plus, on ne comprend pas ce qui se passe. À l'époque, le projet, parce que le porteur de projet a saisi la CNDP, mais je voudrais revenir sur ce point pour que vous compreniez en fait le manque de clarté et d'information qu'il y a eu dès le départ. À l'époque, ce projet était annoncé par le porteur de projet à 298 millions d'euros. 298 millions d'euros, c'était le seuil qui lui permettait de ne pas saisir la Commission nationale du débat public et de ne pas faire d'informations transparentes auprès de la population. À la première réunion, il est apparu évident que la somme était probablement sous-estimée et que ce projet allait coûter beaucoup plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le seuil pour que la CNDP soit saisie est à 300 millions d'euros. On a vite compris que c'était sans doute pas un hasard et on a demandé au préfet à ce que la CNDP soit saisie sur la base du fait que la transparence devait être la plus totale et le projet était probablement plus cher. Le
porteur de projet a saisi la CNDP, mais il l'a saisi, il faut que vous le compreniez bien, presque sous la contrainte. Il a fallu des courriers d'élus, des courriers de la métropole, des courriers des associations environnementales et même un déplacement jusqu'à Bercy où nous avons rencontré le conseiller du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, pour qu'enfin le porteur de projet saisisse fin 2024 la CNDP et que enfin un débat public soit organisé. Quand la CNDP a été saisie, le projet est passé de 298 millions d'euros d'investissement à 500 millions, ce qui de toute façon le mettait dans une phase où il était obligé de saisir la CNDP et on a pu avoir un débat. Ce débat s'est construit sur toute l'année 2024. Il est arrivé à des conclusions en début d'été 2025 qui ont laissé un goût un peu amer de questions qui n'avaient pas de réponse. Et puis, en septembre, ce décret arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce décret ? Donc, depuis le début, vous voyez qu'il y a une difficulté pour accéder à l'information, et ça s'est continué sur le décret. Qu'est-ce qui s'est passé sur le décret ? Olivier Chambord vous l'expliquera juste après, je vais lui passer le micro, mais il s'est passé la chose suivante. Le décret a été signé alors même que les mairies, les communes concernées et la métropole n'avaient pas donné d'avis sur le projet, puisque le décret a été signé le 5 septembre et que les premiers avis municipaux sont arrivés à la fin du mois de septembre. Ça veut dire que l'État a signé ce décret alors qu'il n'avait pas pris l'avis des collectivités locales. C'est d'autant plus problématique, c'est que certaines de ces communes, je pense à Saint-Louis-de-Montferrand, je pense à Ludon-Médoc, ont donné des avis défavorables à l'implantation du projet. Et puis, un certain nombre d'autres communes, Blanquefort, Bordeaux, Ambarès, Parenpuire, ont demandé à ce qu'un certain nombre de points soient fixés et donnés avant de donner un avis. Or, le décret étant déjà signé, ni ceux qui ont donné un avis défavorable n'ont été pris en compte, ni ceux qui ont demandé des informations complémentaires. Et j'ajouterais que l'intégralité de la population qui est concernée par ce projet, ils sont très nombreux. Il y a à la fois les communes concernées, Parenpuire, Blanquefort, Saint-Louis-de-Montferrand, Ludon, mais aussi l'intégralité de la métropole, puisqu'on est sur une usine Céveso au seuil haut, dont le risque est important et risque de concerner toute l'agglomération. L'ensemble de cette population n'a pas été prise en compte. Les référendums qui ont été demandés n'ont pas été suivis d'effet ou ont été refusés. Et donc vous avez là une prise en force sur un sujet qui pose de graves problèmes. Hop, tac. Alors, après, Olivier va vous expliquer aussi, mais il y a un deuxième sujet qui pose problème, c'est l'emplacement. L'emplacement du projet, c'est un projet qui est sur une zone aujourd'hui agricole, une zone qui n'est pas construite, une zone qui n'est pas imperméabilisée, une zone qui est dans une zone du plan de prévention risque inondation, qui est un endroit où, pour protéger la population, pour protéger les autres espaces, on laisse la Garonne déborder chaque année. Ce n'est pas un endroit qui est loin de la Garonne, c'est un endroit qui est dans le lit majeur de la Garonne. On ne peut pas faire plus proche. Et chaque année, à cet endroit, il y a des débordements, il y a de l'eau qui s'étale. C'est peut-être sur une dizaine de centimètres de haut, ce n'est pas forcément très haut, mais c'est un endroit où pendant des semaines, ça permet de s'infiltrer dans les sols. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que ça déborde, ensuite il faut du temps pour que ce soit absorbé. Et cette zone, elle permet ça. Cette zone, elle est protégée. Sur les zones qui sont autour de la Garonne, il y a un PLU, il y a un plan de prévention risque inondation qui limite les constructions, et cette zone, en l'occurrence, elle n'est pas constructible. Il y a donc un mensonge sur une soi-disant artificialisation du site qui est écrite dans le décret. Ils expliquent que 73% de la zone est anthropisée. C'est faux. Ils considèrent que c'est le cas parce que c'est une zone agricole conventionnelle, mais il y a une énorme différence entre l'artificialisation des sols et l'usage des sols pour l'agriculture. Et donc ce point-là est un point qui est faux. Sur le décret, le risque inondation, il est délibérément passé sous silence. Vous avez un décret qui ne dit pas une seule seconde qu'on est dans un plan de prévention risque inondation. J'ai mis un petit visuel qui pose question sur « j'aime pas les containers qui flottent sur la Garonne ». Je l'ai mis pour vous montrer la façon dont le traitement des risques est aujourd'hui traité dans le dossier. Vous avez des substances qui sont ultra toxiques
pour les milieux aquacoles. Sulfate de nickel et sulfate de cobalt sont des sels, comme le sel de cuisine, enfin c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble à ça. Quand vous le mettez dans l'eau, il se dissout immédiatement, donc il n'est pas récupérable. Il est immédiatement miscible. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tue en fait la vie dans les milieux aquacoles. Donc il est à peu près évident que si vous avez une usine de ce type-là, vous essayez de la mettre à distance de l'eau. Or là, on la met le plus près possible de l'eau, même en zone inondable. Et quand vous décidez de faire ça, alors vous devez gérer le niveau de risque en vous disant, mais mon Dieu, comment on fait s'il y a un accident? Le niveau de risque aujourd'hui, tel qu'il est géré dans le dossier, et l'accident n'arrivera pas. On ne peut pas traiter cette zone en se disant l'accident n'arrivera pas. On doit traiter cette zone en disant si l'accident arrive, alors quelles sont les conséquences? Et le coût des containers qui flottent, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est précisément l'une des réponses qui a été posée à si jamais un container tombe dans l'eau, que se passe-t-il? La réponse du porteur de projet, la première réponse a été les containers flotteront. Alors, même si la poussée d'Archimède prouve qu'un container peut flotter, l'état des portes des containers font que les containers qui tombent dans l'eau chaque année, je crois qu'il y en a à peu près 15 000, qui tombent de bateaux, coulent tous. Donc un container ne flotte pas, en général, il coule. Mais c'est pour vous montrer, donc ça fait sourire depuis, ils ont calculé ce qui allait se passer, si une dilution de containers, etc. Mais ça vous donne une idée de la façon dont le niveau de risque est géré. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Voilà. Je vous disais que la zone n'était pas artificialisée, ben ça c'est la photo de la zone. Ce n'est pas une photo qui date d'il y a 100 ans, c'est une photo qui a été prise cet été, voilà, juste avant que les travaux de fouilles archéologiques ne commencent. Et cette photo, là on dit long sur ce que c'est. Vous voyez à gauche en fait une petite partie le long de la Garonne, qui était une partie qui a été utilisée au moment de la fabrication du quai, donc qui est une partie aujourd'hui sur laquelle il y a du gravier, je ne appelle pas ça de l'artificialisation, et l'ensemble du reste de la zone qui est ce que je vous disais, une zone agricole qui était utilisée jusque-là pour faire de l'agriculture. La zone en fait, donc ça c'est le quai, la zone concernée, si je reviens en arrière, c'est de la Garonne à gauche jusqu'à la route à droite. On ne se rend pas bien compte de la surface parce que c'est pris de haut, là, hein, c'est une vue aérienne, mais ça fait 32 hectares. Voilà. Donc voilà, vous avez le quai. Hop. Donc après, je vais laisser Olivier vous détailler tout ça, hein, mais c'est aussi un projet qui, aujourd'hui, est explicité comme étant un projet de souveraineté nationale. Ce qu'il faut bien comprendre de ce projet aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas d'envergure nationale. Vous avez un projet aujourd'hui qui est un projet en réalité qui est une grosse PME qui promet 200 emplois alors que les projets de souveraineté nationale sont des projets qui doivent en proposer des milliers et qui est un projet en fait qui n'a aucune contribution réelle à la souveraineté nationale. Vous avez un projet qui en fait va dépendre de matières premières, de MHP, qui sont des produits qui sont issus de l'extraction du nickel et du cobalt. Ces produits aujourd'hui, le nickel et le cobalt, ne sont pas extraits en Europe. Il n'y a pas de sites de sites sont principalement le Brésil, l'Indonésie, qui a 80% des ressources mondiales, la Nouvelle-Calédonie, qui sont situés à plus de 10 000 km de la France. Le principal approvisionnement qui est prévu, c'est celui de l'Indonésie. C'est logique, c'est 80% aujourd'hui du stock mondial. Donc c'est très massivement l'Indonésie qui sera utilisée. Et en Indonésie, à ce que je sache, il n'y a pas de souveraineté nationale ou européenne. On travaille avec un gouvernement indonésien avec qui il faut dealer sur les prix des achats des matières premières, avec qui nous ne sommes pas les seuls à commercer et qui aujourd'hui n'est pas un produit européen. Les usines qui sont en Indonésie appartiennent à l'Indonésie. Les endroits où l'État français a mis des billes à travers une filiale minière qui s'appelle Eramet, qui est détenue à 30% par la Caisse des dépôts, sont des endroits aujourd'hui, vous regarderez dans la presse, où on est mis en cause pour des déforestations massives, pour des creusements massifs dans le sol, pour laisser les endroits le pays dans un état absolument dramatique. Il y a même des îles où ça a été interdit, puisqu'on s'est rendu compte qu'on détruisait absolument toute la faune et toute la flore pour extraire ce nickel. Et ensuite, on met ça sur des bateaux qui font 15 000 km et qui arrivent ici. Bon, donc
Donc il n'y a pas de souveraineté nationale ou européenne sur l'extraction minière. La transformation minière en France pose aussi question. Il y a une usine qui est à Sandouville au Havre qui appartenait à Eramet et qui donc pouvait effectivement parler de souveraineté nationale. Mais cette usine a été vendue il y a 2 ans à un consortium sud-africain. Donc on voit bien qu'en réalité, si on parle de souveraineté industrielle, il faudrait intégrer la chaîne de transformation. Ce n'est pas le cas puisqu'on vend les actifs. Et ensuite, vous transformez ça en sulfate de nickel et sulfate de cobalt. Mais qui achète ces produits? Le marché international. Il n'y a aucun contrat qui garantit que ce produit ira sur le marché français. Et quand bien même il existerait, la réalité c'est que les industriels automobiles français aujourd'hui, Renault, Stellantis, se sortent tous du nickel, du cobalt. Ils se sortent tous de la technologie nickel, manganèse, cobalt parce qu'elle est plus chère, parce que de nouvelles technologies aujourd'hui se développent et parce que l'important pour eux est d'être compétitifs dans un marché mondial. Voilà. Donc il y a une justification aujourd'hui de souveraineté sur ce projet qui est complètement vide de sens. Le projet, il est aussi sans justification écologique. Je vous expliquais que le minerai venait de 15 000 km. Bon, mais vous avez un projet sur lequel l'empreinte carbone qui est liée au transport maritime de ces minerais n'est pas prise en compte. La logique voudrait que les zones de transformation du minerai soient faites au plus près des zones d'extraction pour éviter dans la partie fabrication de batteries ce qui fait partie de l'empreinte carbone la plus importante, le transport. Une fois que ce transport maritime est arrivé jusqu'à Bordeaux et que vous transportez les trucs, vous transformez en sulfate de nickel, vous devez ensuite les intégrer dans une batterie. Il n'y a pas de fabrication de batterie, contrairement à ce qu'on pourrait croire à cet endroit. Il n'y a qu'une transformation de produits secondaires. Ensuite, ce produit doit repartir vers une usine de batterie. Les usines de batterie qui sont aujourd'hui fabricantes de nickel, manganèse, cobalt en Europe sont en train de fermer les portes. Northvolt, qui a été financé pendant des mois par l'Europe, l'État et des industriels, a fermé les portes en juillet 2025, laissant sur le carreau plus de 4000 emplois et fermant définitivement ces 6 usines qui fabriquaient des batteries de nickel, manganèse, cobalt. Et donc, quand on parle de souveraineté, si vous n'avez pas de sortie sur le territoire national ou européen pour utiliser les produits, alors vous n'avez pas de souveraineté. Ces produits seront vendus au plus offrant à ceux qui seront encore en mesure de les acheter dans une technologie qui est en train de changer. Le choix du site, complètement incohérent avec le niveau de risque. On n'est pas à côté de fabrication d'usines, mais on est à côté de ce qu'il faut absolument éviter, de l'eau. Les risques en cas d'accident sont majeurs. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant, qui est celui de l'usine finlandaise qui fabriquait exactement la même chose, du sulfate de nickel en bordure d'un fleuve, et qui en 2014, par une erreur humaine, a laissé tomber dans l'eau 66 tonnes de sulfate de nickel. Il a fallu plusieurs jours avant de se rendre compte que cette pollution avait eu lieu. Pourquoi ? C'est inodore, c'est incolore, et donc il a fallu attendre que les premières moules commencent à flotter à la surface de l'eau pour que quelqu'un se dise « mince, il se passe quelque chose ». À ce moment-là, on s'est rendu compte de la pollution. Elle a engendré, sur 35 km de long, la perte de plus de 10% de la faune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais c'est considérable. Et c'était une erreur humaine. Donc on est en Finlande, on est dans un pays qui a des normes qui sont assez strictes, très strictes, et on voit bien que l'erreur, elle arrive, l'accident, il arrive, c'est dans ce niveau de risque qu'on doit appréhender les choses. Bon, 66 tonnes. À cet endroit, sur l'usine de EMME, il est prévu de stocker plus de 80 000 tonnes dans des containers le long de la Garonne. Je ne sais pas du coup si vous vous rendez compte de ce que veut dire le niveau de risque qui est lié juste au stockage des produits de matière finie. Je voudrais dire que le niveau de toxicité, il est vrai pour le produit fini, il est vrai pour le produit entrant. Le MHP qui est livré, il est aussi extrêmement toxique pour les nappes phréatiques, pour l'eau et pour l'ensemble des gens qui gravitent autour. Voilà. Nickel et cobalt sont 2 produits qui sont classés cancérogènes de type 1
dans les maladies professionnelles. On n'est pas sur quelque chose qu'on va découvrir dans plusieurs années, on est sur quelque chose qu'on connaît déjà. Ce sont des produits qui sont des produits cancérogènes. Voilà, je vous parle du coup, je suis désolée, c'est un peu cru, mais du niveau de risque que ça représente pour la population, pour l'environnement, pour l'ensemble de la métropole de Bordeaux, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur un estuaire avec des marais, et que contrairement à ce qui s'est passé en Finlande, les marais feront que s'il y a une contamination de l'eau, elle ira dans les deux sens. Voilà. Donc c'est un projet aussi qui se dit majeur français-européen, mais qui n'a pas de reconnaissance européenne. Sur ce projet, le porteur de projet a expliqué pendant la concertation qu'ils avaient fait une demande pour bénéficier de la critérisation européenne sur les projets majeurs prioritaires qui a eu lieu en mars 2025. Surprise, en mars 2025, le projet n'avait pas été retenu. Ils ont immédiatement rétro-pédalé dans la presse en expliquant que finalement ils n'avaient pas envoyé le dossier tout de suite, qu'ils le feraient pour les prochaines fois, etc., etc. On peut aussi voir les choses telles qu'elles sont. Ils ont simplement pas été retenus sur la première critérisation. Voilà. Et donc on a pris un décret d'État en septembre sur un projet que l'Europe n'avait pas identifié comme prioritaire. On a un porteur de projet qui est qui n'est pas un industriel, qui est un investisseur, qui est un homme qui arrive de Nouvelle-Calédonie, dans lequel il exploitait des mines qui en Nouvelle-Calédonie sont pas rentables, ont fermé. Il y a des usines d'extraction en Nouvelle-Calédonie qui ont laissé des milliers de personnes sur le carreau, notamment dans le nord, avec une usine qui a fermé les portes après avoir englouti 13 milliards d'investissements. Et donc on est sur quelqu'un qui sait qu'on est sur un secteur qui aujourd'hui ne marche qu'à la subvention. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, il se passe aujourd'hui que sous couvert de transition écologique et de critérisation qui permettent de demander du crédit d'impôt, eh bien, il espère pouvoir monter l'usine. Mais si on parle de souveraineté industrielle, si on parle d'investissement sur l'avenir, si on parle d'emploi, il faut que tout ça ait un sens. Il faut que les emplois soient pérennes. Il faut que l'investissement public, c'est notre argent, soit investi dans quelque chose qui soit capable de devenir rentable, de rapporter du retour sur investissement. Sinon, l'argent public, il est fait pour les hôpitaux, il est fait pour les commissariats, il est fait pour l'éducation. Et donc, on est sur quelque chose qui concerne la population. Notre investissement, il doit être fait avec les bons critères. Et aujourd'hui, ce que le marché du nickel et du cobalt démontre, c'est que ces points-là, ils posent plus que question. Et donc, il faut aujourd'hui se poser la question de est-ce que cet investissement a un quelconque intérêt ? La meilleure preuve, c'est qu'à ce stade, il n'y a aucun industriel qui a prévu d'investir. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun contrat avec un quelconque constructeur automobile. Et donc on voit bien que quand il s'agit aujourd'hui de mettre de l'argent privé sur cette transformation de nickel, les gens qui devraient être les investisseurs premiers, les entreprises privées, ne sont pas là. Et donc je le redemande, où sont les contrats, où sont les investisseurs, où sont les partenaires industriels de ce projet ? En conclusion, et après je passe la parole à mes camarades, mais vous avez là un décret qui est reconnu comme l'intérêt national majeur sur un dossier en réalité qui est non prioritaire, qui est écologiquement très contestable, qui est économiquement fragile et en tout cas qui doit poser question et qui est juridiquement aujourd'hui sur le décret irrégulier puisqu'il a été pris en dépit des avis des communes et des populations. Et donc, à ce titre, nous avons déposé avec Olivier Chambord une demande d'annulation du décret hier et nous demandons à ce que sur ce projet en particulier et sur d'autres d'une façon plus générale, les études soient faites avec sérieux, que les impacts sur le territoire soient enfin considérés, parce qu'on est sur un niveau qui à la fois pose problème pour la faune et la flore, mais aussi pour la population. Et je pense qu'il est absolument nécessaire que tout ça soit pris en compte. Voilà. Je voudrais dire, et s'il y a des journalistes qui ont prévu d'écrire, je voudrais dire une chose qui me semble absolument importante. Vous avez des gens qui sont désespérés, qui ne veulent pas de ce projet et qui se retrouvent avec un décret d'État dont ils ont l'impression aujourd'hui que c'est fichu, c'est foutu.
et qu'ils vont se faire en fait écrabouiller par la puissance de l'État. À ces gens, je veux dire que rien n'est fait, que rien n'est fini, qu'ils peuvent contacter la CEPANSO, qu'il reste sur ce projet 2 enquêtes publiques qui vont arriver en fin d'année, l'une sur la modification du PLU, l'autre sur l'autorisation environnementale, qu'il faut contribuer, il faut se manifester. Rien n'est foutu. On n'est pas du tout au bout de l'histoire. On est juste au début de la médiatisation d'un projet qui n'est pas au bon endroit. On n'est pas seul sur ce recours. De nombreux riverains directement concernés nous accompagnent. Et donc, il faut dire aux gens que ce n'est pas parce qu'il y a un décret d'État qui a été pris le 5 septembre que les choses sont définitivement gravées dans le marbre. Voilà. Rejoignez-nous, n'hésitez pas. Et alors après, je vous ai mis des photos, je vais les passer tranquillement, mais de la zone, de la Garonne. Ce n'est pas des photos qui viennent de dossiers de presse, c'est des photos qui ont été prises par les habitants à cet endroit, pour que vous vous rendiez compte en fait de ce que c'est cet endroit aujourd'hui. De l'importance de la nature sauvage qu'il y a, de la chance qu'on a d'avoir encore ces zones préservées et du fait que ces zones protègent le reste de la métropole des inondations. Voilà. Je vais être moins long que Florence, je pense, parce qu'elle a été assez complète, y compris sur parfois le contenu, puisqu'elle nous a bien aidé aussi à préparer cette requête auprès du Conseil d'État. Ce que je voudrais dire, moi, en propos introductif, c'est que ce décret est en réalité un colosse au pied d'argile et que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'État peut se tromper, et dans ce dossier, il s'est trompé. Il s'est trompé, mais je pense qu'on ne l'a pas aidé à prendre la décision qui s'impose en lui donnant toutes les données essentielles, les caractéristiques essentielles du projet pour qu'il puisse se prononcer. Florence a dit qu'il y avait la CEPANSO Gironde, bien sûr, avec son président à côté de moi, mais il y a aussi 10 autres riverains qui ont des profils différents. Il y a des particuliers, mais aussi des agriculteurs qui font partie des requérants. Nous avons aussi le soutien d'autres associations, à savoir Sea Shepherd, Wild Legal, Climax Coalition, Nature Rights et GNCA qui soutiennent et qui, je l'ai peut-être mal prononcé, qui soutiennent l'action, le recours que nous faisons. Alors, c'est un recours qu'on a enregistré devant le Conseil d'État parce que c'est un décret. Et les décrets, en premier ressort, leur légalité s'apprécie au niveau du Conseil d'État. Le sujet est en réalité l'implantation de l'usine. C'est pas la création d'emplois, c'est pas l'idée qui est promue derrière qu'il faut faire de la transition écologique qui est combattue par la CEPANSO et les requérants, mais aussi les associations qui soutiennent, c'est l'emplacement. Dites-vous que quelqu'un qui veut construire une cabane, une maison individuelle ou des logements sociaux à cet endroit-là, ou même implanter une entreprise de logistique, ne pourrait pas le faire à cet endroit-là, tout simplement parce que ce terrain est en zone inondable. Les services de l'État ont élaboré ce qu'on appelle un plan de prévention des risques d'inondation et dit à cet endroit-là, le lit de la Garonne déborde, c'est dangereux et donc il faut prendre des mesures pour que des constructions nouvelles ne se fassent pas à cet endroit-là. Dès lors que le terrain est à vocation naturelle, pas au sens forcément de l'urbanisme, mais au sens à vocation de terre agricole ou de terre à l'état naturel, on ne peut pas construire ne serait-ce qu'un cabanon. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce que je voudrais dire, et c'est aussi la raison qui a motivé mon cabinet Chambord Avocat et Maître Gélinier, qui est aussi présente avec moi, à intervenir dans ce dossier, c'est que ça va à l'encontre de l'aménagement du territoire des 10-15 dernières années. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, mais aussi le PLU, sur l'aire métropolitaine, a prévu des aménagements pour faire en sorte que la Garonne, naturellement, puisse déborder à certains endroits
pour protéger des endroits où on a permis une densification du territoire. Le SCOT de 2014 a indiqué et a défini comme objectif et comme orientation forte qu'il fallait préserver les zones naturelles et agricoles, qu'il ne fallait pas y toucher à certains endroits justement pour permettre aux l'île de la Garonne de déborder, et a prévu que tout ce qui est industriel puisse s'implanter sur le secteur de Bassins et pas ailleurs. Pour ce qui est du terrain de Gradkina, le SCOT prévoit une destination, déjà en 2014, il prévoit une activité portuaire de dépôt de granulats de la construction. Et à l'époque, il y avait un projet aussi peut-être au niveau logistique qu'une entreprise, EADS pour la citer, positionne ou stocke des pales d'éoliennes. Donc ça, c'est prévu par le SCOT de 2014 et pas du tout prévu un projet industriel en matière de chimie. Ensuite, le PLU prévoit de préserver le paysage, la nature, l'eau, les marais. Bordeaux Métropole a investi dans le parc des Jalles et ce secteur en fait partie, ça s'appelle le Marais des Olives. Il y a des Jalles qui d'ailleurs quadrillent ce terrain d'assiette du projet M. Et il y a des investissements publics massifs qui ont été faits par cette collectivité territoriale. Et ce projet va à l'encontre de ce qui est prévu par le document de planification, mais aussi par les investissements que la métropole fait à cet endroit-là pour préserver le secteur. Je voudrais aussi dire que l'histoire et le territoire a de la mémoire. En fait, ce dossier, c'est avant tout une problématique qu'a le grand port maritime de Bordeaux de maintenir son activité, de développer son activité. Et dans son plan stratégique de 2009, a voulu mettre en place un 7e terminal. Il y en avait 6, il y en a maintenant un 7e, c'est le terminal de Gradkina. Et pour faire ce terminal à destination d'une activité portuaire de granulats dans le domaine de la construction, a demandé, il était obligé au service de ça pour la gestion de ces zones humides et sanctuariser les 5 hectares 5 dont il n'avait pas effectivement besoin. Donc aujourd'hui, le projet M, c'est 32 hectares d'artificialisation des sols et donc forcément ça ira à l'encontre de la décision du préfet de 2014 et des études sur le secteur. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que, ok, c'est un projet dit d'intérêt national, c'est un projet où aujourd'hui il faut se positionner au niveau européen, mais le Grand Port Maritime de Bordeaux, quand il a signé sa convention avec la SAS-M, il a fait simplement un appel à manifestation d'intérêt, une publicité au niveau des échos girondins. Si vraiment le projet avait une ampleur nationale ou une ampleur européenne, vous ne croyez pas que d'autres acteurs sur la scène nationale ou européenne auraient eu envie d'avoir vos chapitres, d'aller expliquer aussi au Grand Port Maritime de Bordeaux les conditions de ce marché, la viabilité économique de ce marché. Il n'en a pas été question. Donc je trouve que les éléments de langage et le lobbying qui a été fait par la SAS-M et le Grand Port Maritime de Bordeaux est en décalage par rapport aux actes qu'il pose. Sur les éléments du recours, alors moi je préfère après qu'on ait peut-être des échanges sur le contenu de ce recours, les chances de succès, mais aussi vous dire que ce décret c'est qu'une partie de la sécurisation juridique du projet. Il y a d'autres points qui doivent être décidés au niveau local, et ça on pourra peut-être y revenir dans les questions que vous allez nous poser. Le décret a été pris à la suite d'une décision qu'a prise le président de la région Nouvelle-Aquitaine
d'envoyer un courrier au Premier ministre pour lui demander son soutien au projet, mais il le fait, je dirais, de manière maladroite. Et je pèse mes mots en disant ça parce qu'il, en fait, demande le soutien au Premier ministre sur une sécurisation financière du projet qui n'est pas acquise. Donc ça montre que déjà le projet est fragile du point de vue de sa viabilité économique, de son financement. Et il le fait tout seul, sans demander l'avis du conseil régional. Et il le fait alors que, et là c'est un des premiers arguments que nous avons développés devant le Conseil d'État, il le fait sans avoir demandé l'avis des collectivités territoriales. Or, l'article L300-6-2, promis, je ne parlerai que de 2 articles pendant mon intervention, cet article-là prévoit une procédure dans laquelle la région, si elle veut faire qualifier un projet d'intérêt national majeur, doit, avant de solliciter le Premier ministre ou un de ses ministres, demander l'avis des autres collectivités territoriales qui seraient concernées par le projet. Et Florence l'a bien rappelé tout à l'heure, les conseils municipaux et le conseil communautaire de Bordeaux Métropole, ils se sont tenus après et les avis ont été donnés après, et ça a eu un impact, ça aurait eu un impact d'avoir ces avis, puisque dans la fiche d'impact du décret n'est pas mentionné le mot zone inondable, enjeu du SCOT, enjeu du PLU, enjeu du PPRI, enjeu zone humide, et les avis qui ont été remontés par ces conseils municipaux et ce conseil communautaire a été justement d'avoir une vigilance à cet égard-là face aux enjeux du territoire. Alors, finalement, ce qu'on annonce dans la presse, c'est la création d'emplois, mais le décret parle de 500 emplois, dont 300 indirects avec de l'intérim. Est-ce que vous croyez qu'on est face à un projet d'ampleur nationale, là où l'OIM de Bordeaux Métropole, dans le secteur aéroparc, a créé 50 000 emplois, là où M n'en créerait que 200 directs, et encore, il ne nous explique pas le niveau de qualification. Est-ce que ça va être de l'emploi qui va être créé ou de l'emploi déjà existant dans le bassin d'emploi? Donc voilà, il y a un certain nombre de précisions qui ne sont pas données, et la principale, et ça fait partie de notre critique auprès du Conseil d'État, c'est l'approvisionnement des matériaux qui vont permettre la création de sulfate de nickel et de cobalt, ce qui n'est pas sécurisé en amont. Et en aval, vous n'avez pas dans le secteur national mais aussi européen des usines qui fabriquent des batteries à base de ces sulfates. Et donc, rien n'est sécurisé, et donc on ne peut pas parler d'une vraie maîtrise et d'une souveraineté nationale. Quant à la transition écologique, je crois que Florence a été assez éloquente à ce sujet. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, pour se procurer ces matériaux-là, il faut qu'ils passent par la voie maritime et qu'ils viennent de très loin. Donc on m'expliquera la logique d'amélioration de la transition écologique par déjà ne serait-ce que l'approvisionnement de ces matériaux-là. Et pour le reste, je vais vous donner peut-être une information que vous n'avez pas. Le Conseil national de la protection de la nature a rendu un avis le 8 octobre 2025. Donc c'est un avis qui est donné dans le cadre d'une demande de dérogation espèces protégées, qui intéresse directement le décret, qui vient de dire qu'il y a des informations erronées qui ont été données par le porteur de projet, et des informations et des lacunes dans les investigations qui ont été menées sur le site, qui n'ont pas permis de lever des doutes et de s'assurer que le projet permettra malgré tout le maintien des espèces sur site, et également, et c'est un point important, cet avis relève que les solutions alternatives n'ont pas été étudiées, c'est-à-dire d'autres sites. Pourquoi là? Pourquoi à Bordeaux, si ce n'est l'opportunité foncière du Grand Port de Bordeaux, et pas ailleurs en France ou même en Europe? Pourquoi dans
une zone inondable. Pourquoi à proximité de la Garonne, à 10 km de l'hypercentre de Bordeaux? Et donc cet avis est important, montre qu'en réalité, ce que ce décret a permis de sécuriser, c'est l'autre article que je voulais citer avant de passer le micro à mon voisin, le L411-2 du Code de l'environnement, c'est un article sur la dérogation espèces protégées, donc l'autorisation à terme de pouvoir détruire des espèces protégées. Il faut une reconnaissance d'une raison impérative publique majeure, donc ce que permettrait de sécuriser, ce que permet aujourd'hui de sécuriser ce décret. Mais il faut deux autres conditions, c'est démontrer qu'il n'y a pas d'autres alternatives satisfaisantes ailleurs en France ou en Europe, et que on peut malgré tout maintenir le développement de certaines espèces sur le site. Et l'avis qui vient d'être rendu vient de dire que sur ces deux autres conditions, le porteur de projet aujourd'hui échoue et de manière éloquente à démontrer qu'il pourrait aujourd'hui réaliser au niveau de la conservation des espèces ce projet à cet endroit-là. Et donc l'avis global est défavorable. L'avis est négatif. Voilà, je répondrai, si vous le souhaitez, après à des questions sur ok, il y a un décret, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un SCOT, il y a eu une enquête publique qui s'est terminée il y a une semaine, dans laquelle la CEPANSO a fait des observations. Il va y avoir une enquête publique pour le PLU de Bordeaux Métropole qui est en train d'être révisée, enfin non, en tout cas qui va évoluer pour permettre la réalisation de ce projet. Il va y avoir des autorisations de construire au niveau de l'urbanisme, mais aussi des autorisations environnementales, loi sur l'eau, ICPE. Et donc, il y aura d'autres événements. Et aujourd'hui, donc, on arrive à, je dirais, un point de rencontre entre la communication du porteur de projet, qui repose essentiellement sur des éléments de langage. Quand on regarde sérieusement ce dossier, on peut voir que ça ne tient pas la route. Et la confrontation avec les avis du public et aussi la confrontation d'avocats qui se saisissent grâce à l'intervention et la vigilance d'associations mais aussi de riverains, qui va se confronter un peu à la réalité aussi du territoire, de toutes les études et de toutes les prévisions que la métropole et les communes ont faites sur des documents de planification qui ont été élaborés depuis déjà plusieurs décennies. Merci. Oui, je pense que le micro marche. Florence a été très exhaustive, Maître Chambord aussi, donc moi je vais essayer d'être beaucoup plus bref. Je voulais juste vous dire que en ce moment nous sommes submergés à la CEPANSO par tout un tas de projets nuisibles, tous aussi stupides les uns que les autres, et que c'est très difficile pour une association de protection de la nature de défendre l'intérêt général tout en ne donnant pas l'impression, c'est une manipulation verbale, que nous sommes contre tout. En fait, nous ne sommes pas contre tout. Nous sommes contre tous les projets nuisibles à l'environnement. Donc, il y a ce projet ME. On a un projet d'usine de dirigeables dans des zones naturelles qui devraient être protégées à la Ruscade. On a un projet d'usine à saumon sur le terrain du port autonome au Verdon. On a toujours le projet de LGV qui va détruire la vallée du Ciron, qui vise à détruire la vallée du Ciron. Je ne dis pas qu'il va, parce qu'il n'est pas encore fait. Donc on est soumis à tout un tas de pressions comme ça, et c'est très difficile pour nous. Alors je ne dirais qu'une chose là-dessus, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de commettre une bêtise qu'on s'apprête à commettre. Donc voilà, on peut toujours revenir en arrière, et il n'y a jamais de situation irréversible dans un processus. Voilà, c'est tout ce que je dirais, et je vais peut-être vous laisser la parole si vous avez des questions à soumettre aux intervenants. Et alors, juste pour ceux qui sont en ligne, parce que j'ai eu des messages, vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Je pense que l'équipe de Philippe doit être capable. Voilà, Philippe remontera les questions. Oui, déjà, si le micro marche, il y a une première question en ligne qui demande quelles subventions publiques sont envisagées ou prévues ou demandées par le projet M aujourd'hui, et j'en profite pour ajouter à cette question. On sait que le nickel est exploité depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie.
un territoire français, même si ça pose question sur ce territoire depuis de nombreuses années. De ce que j'ai cru comprendre, le porteur du projet M est un ancien préfet qui était posté, M. Beurrier, en Nouvelle-Calédonie, qui ensuite a eu des activités d'exploitation d'une usine, je crois, liée à l'extraction minière en Nouvelle-Calédonie. J'ai entendu dire, et je voulais avoir votre avis, que dans le projet M qui est visé ici, l'idée serait de s'approvisionner de manière beaucoup plus importante sur l'origine du minerai au Brésil et en Indonésie, puisque c'est des territoires qui ne sont pas soumis aux normes européennes, où c'est beaucoup plus le Far West en matière d'extraction minière, que donc on peut l'acheter beaucoup moins cher, puisque les conditions d'exploitation n'ont pas les mêmes normes qu'en Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire soumis aux normes européennes. Est-ce qu'on est là dans une situation où en fait on continue de ne pas aider la Nouvelle-Calédonie à pouvoir continuer d'exploiter les outils qu'ils ont mis en place depuis de nombreuses années? Est-ce qu'il y avait des sites qui permettaient de faire ce qui est envisagé de faire à Gradkina en Nouvelle-Calédonie, et qui permettrait aussi de continuer à soutenir l'emploi en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous avez des informations quant à cette différence d'approvisionnement entre des territoires beaucoup moins surveillés en matière de normes d'extraction minière que la Nouvelle-Calédonie, comme l'Indonésie et le Brésil, et donc est-ce que M. Beurrier, qui a donc situé sa holding en Suisse, est-ce que M. Beurrier compte, c'est la question qui est posée en ligne, avoir des subventions publiques de l'État français? Bon, je vais essayer de répondre à une partie des questions. Alors, la première sur les subventions publiques. Là, c'est très clair, c'est indiqué dans le décret d'État qui a été signé le 5 septembre. Le projet EMME a fait appel au crédit d'impôt C3IV dès le mois de janvier 2024. D'ailleurs, juste après, c'est assez édifiant, juste après avoir signé avec le Grand Port de Bordeaux en décembre 2023, c'est-à-dire le mois suivant, et juste au moment où ce crédit d'impôt a été rendu possible. Ils ont obtenu la somme maximum possible pour un projet qui est de 150 millions d'euros. Donc le projet annonce dans le décret bénéficier de ces 150 millions d'euros. Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'il est aussi écrit dans le décret qu'une partie de ce fonds d'État, enfin de notre argent, dont il n'est pas mentionné la proportion et dont on peut se dire que ce sera une proportion assez importante, sera destiné aux fonds propres de l'entreprise. Je voudrais souligner que c'est quand même assez important. C'est notre argent, c'est de l'argent public qui ne reviendra pas. On est sur aujourd'hui un projet qui est porté par une filiale basée en Suisse, qui n'est donc pas un pays européen, qui porte 1 million d'euros pour un projet de construction à 500 millions, et dont la majorité des fonds propres pourrait bien être constituée de crédits d'impôt. On n'est pas sur une entreprise d'État, hein, on est sur une entreprise privée, je le rappelle. Voilà, c'est assez édifiant. Donc, il bénéficie déjà de ces 150 millions d'euros de crédit d'impôt. Ces 150 millions d'euros de crédit d'impôt servent ensuite de levier pour essayer d'aller chercher des fonds d'investissement. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune banque, aucun investisseur privé qui ne se sont positionnés sur le projet. En revanche, il y a des demandes pour la Caisse des dépôts, il y a des demandes de subventions au fonds régional NACO, qui sont à nouveau des subventions publiques. Voilà. Donc on est sur un projet qui aujourd'hui a obtenu déjà du crédit d'impôt et demande massivement des fonds d'investissement public pour fonctionner. Pour répondre à l'approvisionnement, vous voyez bien qu'on est sur un projet qui est nécessairement dépendant des cours mondiaux du nickel et du cobalt.
Au moment où ce projet a été déposé en 2023, le cours de la tonne de nickel était à 25 000 $. Et à l'époque, l'usine devait coûter 298 millions d'euros. On est à peine 2 ans plus tard et la réalité est que le projet va coûter 510 millions d'euros à la construction et la tonne de nickel est descendue à 15 000 $ la tonne. Vous voyez bien que pour qu'il soit compétitif, pour qu'il soit dans le marché et pour que le sulfate de nickel soit acheté, le porteur de projet est contraint d'acheter la matière première là où elle est la moins chère. 80% du tonnage de nickel est détenu en Indonésie. Le prix le moins cher est en Indonésie pour des raisons évidentes. La masse salariale Nouvelle-Calédonie est bien plus élevée que celle de l'Indonésie. Les normes ne sont pas forcément les mêmes. Et donc le porteur de projet a bien expliqué vouloir s'approvisionner en Indonésie et au Brésil, qui sont les principaux fournisseurs aujourd'hui de nickel. Est-ce qu'on laisse tomber la Nouvelle-Calédonie sur ce projet? La réponse est oui, clairement. La Nouvelle-Calédonie a demandé dès le départ, au moment du pacte nickel et indépendamment de ce projet, à ce que l'État français les aide et investisse sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour les aider à transformer la matière première qui était issue de leur territoire, le nickel et le cobalt. En Nouvelle-Calédonie, l'extraction du nickel et du cobalt, vous le verrez, est une catastrophe écologique. On pille le territoire, on l'abîme, on abîme les lagons. Et comme on leur prend la matière première, ils ont compris qu'ils devaient au moins profiter de la création d'emplois et de la valorisation de la matière. Donc ils ont demandé à ce que ces usines de transformation soient sur le territoire. Est-ce qu'il y a un abandon de l'État dans l'investissement en Nouvelle-Calédonie? C'est une évidence. Pendant des années, on a subventionné ces mines qui ne sont pas rentables en Nouvelle-Calédonie, et là, le porteur de projet a été très clair. La raison pour laquelle il arrive lui-même de Nouvelle-Calédonie, il a exploité des zones d'extraction de nickel en Nouvelle-Calédonie, il connaît très très bien le marché. La raison qui est avancée par EMME aujourd'hui, c'est que la Nouvelle-Calédonie ne serait pas dans la norme IRMA dans laquelle ils veulent s'approvisionner. Et deux, l'extraction en Nouvelle-Calédonie coûterait trop cher en énergie, puisqu'elle est basée sur de l'électricité qui est fabriquée à partir du charbon. C'est une aberration de dire des choses comme ça. Ça veut dire qu'on abandonne le territoire et qu'au lieu de les aider à transformer leur énergie en une énergie propre et au lieu de les aider à transformer l'extraction de nickel chez eux, qui est une matière première, qui d'ailleurs pourrait être de souveraineté nationale pour le coup, au lieu de les aider à bâtir le territoire et à créer des emplois, on préfère se dire allons plutôt en Indonésie parce que le matériau est moins cher et abandonnons l'idée de transformer ce territoire calédonien pour lui donner une électricité plus verte. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Comment parler de souveraineté nationale si on n'est pas capable sur notre propre territoire de faire en sorte de mener une transition écologique? Vous voyez bien l'aberration de l'explication de ce projet qui, sous couvert de transition écologique, en réalité, prévoit de s'approvisionner en Indonésie où Eramet, filiale de la Caisse des dépôts, est quand même épinglée pour des extractions minières dramatiques. Vous irez voir sur la presse, mais on ravage des forêts primaires, on détruit des habitats qui aujourd'hui servent aux populations locales pour se nourrir, pour vivre, et on ravage le territoire. Et encore une fois, pour faire quoi? Pour transformer ces produits dans un territoire en Aquitaine où il n'y a ni nickel ni cobalt et où on transfère le risque sur ce projet. On n'exporte pas la transition écologique, on transfère du risque sur des territoires qui aujourd'hui en sont encore épargnés. Voilà. Je ne sais plus quelle était la question suivante. Non, c'est bon. C'est bon. Excusez-moi. Est-ce que le micro fonctionne? Bonjour, moi je suis habitante de Blanquefort. Je voulais juste une petite précision pour revenir dans le local sur les risques. Il y a une dizaine de jours, la société porteuse du projet a fait une réunion à Blanquefort pour justement focaliser sur les risques. Alors, juste pour information, ils nous ont expliqué que sur les containers qui contiennent une vingtaine de ce qu'ils appellent des big bags, des gros sacs de plus d'une tonne de matière toxique, ils nous ont expliqué que dans leurs analyses de risque, il n'y aurait qu'un kilo, en fait sur la totalité du conteneur, il n'y aurait que 10 kilos de produits qui se dissoudraient dans l'eau.
Et quand je leur ai demandé, mais pourquoi juste 10 kilos, ils nous ont expliqué qu'en fait, les big bags, donc leurs gros sacs de plus d'une tonne, étaient fermés par des clips et que la porosité du truc ferait qu'il n'y aurait qu'un kilo qui s'échapperait. Et dans la foulée, ils nous ont expliqué qu'en fait, ils n'allaient pas utiliser cette technologie-là, qu'ils allaient fermer les big bags qui seraient scellés thermiquement. Donc en fait, ils nous ont présenté une étude de risque qui est obsolète. Donc déjà, c'est pas sérieux. Donc ça, c'est la première chose. En plus, ils nous ont expliqué aussi que les conteneurs ne tombaient pas dans l'eau. Alors quand je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe si un conteneur est éventré, ils ont eu l'air de dire que c'était pas possible qu'un conteneur soit éventré. Donc bon, on est dans le, excusez-moi l'expression, mais on est dans le foutage de gueule. Donc il y avait déjà cette partie-là. Bon, moi au départ, ça fait que 10 jours que je m'intéresse à ce dossier, je suis très novice. Au départ, je n'étais pas contre. Mais quand j'ai assisté à cette réunion, on a fait également une réunion à Blanquefort vendredi soir, donc que des personnes locales. J'invite les journalistes qui sont là à s'intéresser aux acteurs, les personnes qui sont impliquées dans ce projet, et à se poser la question pourquoi est-ce qu'il est implanté ici. Parce que vous trouverez peut-être des informations intéressantes sur les personnes qui portent ce projet. Ça, c'est des discussions que j'ai eues avec des Blanquefortais et des élus, notamment. La municipalité de Blanquefort ne s'est pas opposée, mais il y a quand même une grande partie des conseillers municipaux à Blanquefort qui sont contre. Un autre élément mais il n'y a pas eu de vote. Un autre élément que je voulais mentionner, c'est que la société E2ME nous a dit, mardi, il y a une dizaine de jours, qu'ils ne voulaient pas entendre le fait que la population était contre, parce que eux, il faut savoir que toutes les semaines, ils sont au marché de Parempuire. Tous les 15 jours, ils sont à l'intermarché de Parempuire et ils font de la propagande, en fait. Et ils nous disent que la population, dans l'ensemble, les gens ne sont pas opposés au projet, etc. Bon, évidemment, comme on leur présente une information qui est complètement biaisée, il est évident qu'en plus, la plupart des jeunes ne savent pas de quoi, quand on leur parle de Céveso, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc forcément, c'est une information qui est complètement biaisée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager avec vous ce matin. Oui, bonjour. Moi, je suis... Excusez-moi, il y avait un monsieur au premier rang, qui est le journaliste qui levait la main au départ. Bonjour. Sur la procédure, quel est le calendrier qui est envisagé pour ce type de procédure en annulation? Et qu'est-ce que l'annulation entraînerait concrètement pour la suite du projet sur le plan juridique? Est-ce que l'État peut reprendre sa copie et le reposer, republier un décret quelques mois plus tard? Est-ce que ça fragilise davantage le projet? Alors, sur la procédure sur... Je rajoute que en ligne, il y a une question qui va dans le même sens sur la jurisprudence qui existerait en la matière. Ok. Alors, c'est une loi, la loi d'industrie verte, qui est très récente, qui permet aujourd'hui à l'État, dans le cadre de soutien de projets industriels par l'État, de les faire qualifier de projets d'intérêt national majeur. Donc, c'est une loi récente et donc il n'y a pas vraiment de recul jurisprudentiel. Il y a quand même une jurisprudence que vous pouvez consulter sur Internet qui est datée du 29 septembre 2025 et qui a reconnu, en tout cas validé un projet comme étant d'intérêt national, mais parce que le minerai était sur site et que ce minerai, ces matériaux faisaient partie du référencement dont parlait tout à l'heure Florence au niveau européen, de la Commission européenne, qui a reconnu cette exploitation minéraire comme étant d'intérêt européen. S'agissant du temps de la procédure, on est sur une procédure relativement longue, il faut compter plus d'une année, je dirais 14-15 mois, il n'y a pas de science exacte en la matière, c'est aussi l'engorgement du greffe du Conseil d'État qui va dicter aussi la suite. Le temps aussi fait que parfois les magistrats peuvent considérer que c'est intéressant de laisser un peu de temps, comme ça laisse aux parties le temps d'échanger, et puis peut-être qu'il y aura des événements qui vont faire qu'on va venir nourrir le débat par des événements nouveaux ou extérieurs aux parties. Donc voilà. Ensuite, ce décret vient sécuriser une décision qui restera à prendre par les services de l'État, l'ADREAL en l'occurrence, au
titre de la dérogation espèces protégées. Ça sécurise une des 3 conditions, donc cette décision doit être prise, mais sur la base de l'avis du CNPN, qui aujourd'hui est négatif, celui du 8 octobre 2025. Ce décret, en fait, n'a pas beaucoup en réalité d'autres effets juridiques. Il vient surtout donner l'impression au territoire, aux élus et à la population que les choses sont déjà faites. Mais en fait, il ne fait pas autre chose que donner la main au service de l'État pour instruire les autorisations d'urbanisme. Et il avait déjà la main pour instruire les autorisations environnementales. Donc le seul effet juridique direct, c'est permettre au service de l'État d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme et de sécuriser une des conditions de la demande de dérogation de destruction des espaces protégés. Après, sur le reste, et c'est ce que je vous disais un peu aussi dans mon intervention, il faut modifier le SCOT. Il y a eu une enquête publique il n'y a pas longtemps, elle s'est clôturée il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine. Le SCOT, je vous invite à regarder, éventuellement à regarder la contribution qu'on a faite. Le SCOT occulte complètement ce projet, il n'en parle pas. D'ailleurs, les cartes sur les incidences environnementales ne font pas état de ce projet. Donc c'est assez même édifiant de le constater. Et aujourd'hui, s'annonce ces semaines ou ces mois prochains une enquête publique sur ce qu'on appelle la DPMECDU, donc la déclaration de projet valant mise en compatibilité du document d'urbanisme. Donc c'est une procédure pour faire bouger le PLU de Bordeaux Métropole pour permettre la réalisation de ce projet. Et donc une enquête publique va avoir lieu, on n'en connaît pas la date, et suite à ça, il y aura une délibération normalement de la métropole, mais ce décret va permettre à l'État de squeezer la métropole, et ça va être une décision de l'État de faire modifier le projet du territoire, donc de Bordeaux Métropole et des communes concernées. Donc quand je vous dis, c'est un élément de communication, mais aussi un passage en force vis-à-vis du territoire, des élus métropolitains, mais aussi des communes concernées. Et donc ensuite, pour que ce projet se réalise, après c'est la question du risque juridique et financier que va prendre ce porteur de projet. Il y a le décret au Conseil d'État qui est attaqué. Il va probablement y avoir, s'il n'y a pas de prise de conscience au niveau du SCOT et du PLU, des recours contre les délibérations qui approuvent ces modifications. Et ensuite, il y aura des autorisations de construire et environnementales qui probablement, pareil, si elles ne sont pas sérieuses et vont à l'encontre des principes réglementaires et légaux, fera l'objet de recours. Et donc voilà, que fera le porteur de projet alors qu'il finance pour partie ce projet sur des financements publics? Est-ce qu'il ira jusqu'à construire son usine sans avoir sécurisé l'approvisionnement, mais aussi la sortie de son usine? Je voudrais juste rajouter à ça sur la question de l'argent. Je n'ai pas les textes réglementaires, mais vous avez bien compris que dans le décret, il a écrit qu'il avait 150 millions de crédits d'impôt. Donc moi, je pose la question, si le décret, effectivement, est contesté et qu'on nous donne raison et que ce projet ne démontre pas de souveraineté industrielle, je ne sais pas, les 150 millions d'euros qui sont des crédits d'impôt, il faut les rendre. Donc voilà, le financement privé comme le disait Olivier, qui aujourd'hui n'est pas sécurisé sur une situation qui est attaquée, je suis financeur, je me pose des questions. Et donc, oui, nécessairement, je pense que sur la partie financière, il y a lieu de poser des questions, et nous devons poser des questions. Je rappelle que le projet aujourd'hui n'est financé à ce moment-là que massivement que par des subventions publiques. Et enfin, je voudrais terminer par le territoire. Le terrain n'appartient pas au porteur de projet et n'y appartiendra jamais. Il a signé une convention d'occupation pour 50 ans, mais ce terrain appartient à l'État. Il nous appartient donc quelque part un peu à tous. Et donc, moi, je pense que sur la partie financière, il est évident qu'il y a des comptes à rendre. L'État possède le terrain et l'État finance le projet. Bon,
à mon avis, on est citoyen, on a le droit de demander des comptes, notamment si le décret est finalement pas de souveraineté nationale. Voilà. Oui, moi je suis parent purien et je voulais juste ajouter un petit point par rapport à ce qui vient de dire la dame qui est à côté de moi. C'est que quand on parle de pollution, les exemples qui ont été montrés lors des réunions publiques, c'est uniquement s'il y a de la dissolution du nickel, mais auquel il faut rajouter la dissolution du cobalt et d'autres éléments. Ça, c'est pas pris en compte quand ils nous montrent ces éléments-là. Ensuite, je voulais, parce que j'ai déjà écrit là-dessus, Florence, je vais un mercredi sur 2 à Parempuire à l'Intermarché, et j'ai encore discuté avec les porteurs de projets hier sur le fait que le SAGE nappe profonde a validé, et ils avaient les documents avec des réserves sur le fait qu'ils acceptaient le projet qu'il était. Et moi, qui suis un riverain, je suis quand même inquiet de voir arriver 1 million de tonnes sur 14 hectares qui vont rehausser par rapport à la route du chemin Labarde de 3,50 m et que ça n'ait pas un impact sur les nappes phréatiques, puisque nous on est juste derrière, et que l'artificialisation du sol se fait de manière, le tassement du sol se fait de manière artificielle. Et moi, sachant que ce projet se situe entre la Jalle d'Olive et la Jalle de la Violette, j'arrive pas à accepter, malgré tout ce qu'ils m'ont démontré, que ça n'a pas d'impact sur les nappes phréatiques. Et néanmoins, ils ont installé, pas loin de la station d'épuration qui se situe rue des Palus, un piezo pour en fait venir mesurer en permanence la hauteur de la nappe phréatique. Donc mon interrogation les a interpellés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui a été dit à la réunion publique à Blanquefort, c'est qu'il y avait 2 agriculteurs qui étaient parfaitement en ligne avec le projet, parce que tout simplement, ils savaient depuis toujours que ces terrains leur étaient loués et que tôt ou tard, puisqu'ils étaient en matière d'urbanisme, ils étaient en AU 99, ça veut dire à urbaniser à long terme, et que le moment était venu effectivement de passer à l'urbanisation. Et je suis un peu surpris d'entendre qu'ils ne sont pas d'accord, sauf qu'aujourd'hui, on nous vend en réunion publique que les paysans sont d'accord. Enfin, quelque chose qui nous interpelle directement, nous, Parempuriens, c'est l'amener de la ligne haute tension de 63 000 volts qui va partir du Pian-Médoc et qui va traverser Parempuyre d'ouest en est, en faisant une tranchée de 50 cm de diamètre sur 1 mètre de profondeur, en passant par ce qu'on appelle la rue de la Gare, passer par l'Artichaut qui est notre salle, la rue Anna de Noailles et traverser la plaine des sports, passer après les écoles pour revenir joindre ce qu'on appelle la rue des Palus, et pour terminer, pour faire ces 7 km de voies, ces 7,2 km d'alimentation électrique, avec surtout un budget de près de 9 millions, dont 30% sont quand même payés par le contribuable. Il fallait aussi le savoir et le dire. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci de m'avoir écouté. Ouais, alors peut-être une remarque sur vos commentaires. Le terrain est pour partie, une infime partie classée en AU99, et cette zone AU99 n'est là que pour artificialiser une partie du site sur une activité portuaire et pas autre chose. C'est important de le dire quand même. Parce qu'aujourd'hui, le projet M n'est pas un projet avec une activité portuaire. C'est un projet d'usine de fabrication de cobalt, de sulfate de cobalt et de nickel. Et la surface est très inférieure à ce dont le porteur de projet a besoin. Donc voilà. Ça correspond à l'artificialisation peu ou prou de ce que voulait faire Gratkina sur son terminal. C'est-à-dire très insuffisant. Voilà. Oui, bonjour. À côté des démarches légales que vous êtes en train de mener, moi je m'adresse en particulièrement à la CEPENSO. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement, pour aider? Sur le caractère légal, je vois que c'est en main, mais nous, en tant que militants, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, vous pouvez vous rapprocher de la CEPENSO. Vous pouvez, je crois que j'avais mis les coordonnées, je vais retourner en arrière pour vous les mettre. Hop. Tac. Hop. Voilà.
pouvez prendre contact avec la CEPENSO sur l'adresse mail cepenso33@cepenso.org. Aujourd'hui, clairement, on est engagé sur le recours. Olivier l'a expliqué, c'est qu'une première étape parmi 2 ou 3, peut-être plus d'autres étapes qui arrivent. Et donc, vous pouvez adhérer à la CEPENSO. Vous pouvez faire des dons à la CEPENSO qui peuvent être fléchés directement sur le recours au projet EMME. Si vous êtes riverain concerné, et en fait vous êtes très nombreux, vous pouvez aussi rejoindre le mouvement. On n'a pas pu, sur le décret, le recours au Conseil d'État, intégrer tous les riverains. En fait, à la fin, il y a plein de gens qui se sont manifestés et qui étaient très près. Mais il reste l'enquête publique qu'Olivier expliquait sur le PLU, sur les enjeux environnementaux. Donc je vous invite, vous pouvez contribuer, mais contribuer, vraiment n'hésitez pas. Le commissaire enquêteur devra prendre en compte les retours. Plus ils sont argumentés, plus ils sont nombreux, et plus le commissaire enquêteur aura d'intérêt à rendre une décision qui sera pas forcément, enfin en tout cas qui prendra en compte les remarques. Et ensuite, vous pouvez contribuer au recours suivant, puisque, comme Olivier l'expliquait, s'il y a des choses qui ne correspondent pas, nous irons évidemment au recours. Et donc, vous pouvez aussi, vous avez un intérêt à agir si vous êtes proche, et vous pouvez vous manifester. On est clairement parti, vous l'avez compris, pour démontrer que cet emplacement n'est pas le bon. Et donc, vous pouvez faire tout ça. Juste pour répondre à la partie que Jean-Marc disait sur la partie sage nappe profonde. Il faut aussi faire attention à ce que dit le porteur de projet. Aujourd'hui, sur la partie du sage nappe profonde, en réalité, ils n'ont pas donné un avis favorable. Le sage nappe profonde, les documents ont donné un avis sur ce qu'ils pouvaient donner comme avis. Or, ils ne sont pas aujourd'hui concernés par la partie construction de remblais, puisqu'elle est au-dessus de la surface des nappes profondes. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'est plus dans un système où qui ne dit mot consent. Parfois, vous avez des porteurs de projets qui disent oui, mais ils sont d'accord. Non, ils ne sont pas d'accord. C'est juste un critère sur lequel ils ne peuvent pas donner d'avis. Et donc, il faut bien faire attention à ça. Aujourd'hui, c'est pas qui ne dit mot consent. Parfois, et en l'occurrence sur ces textes réglementaires, on ne peut pas parfois intervenir parce qu'on n'est pas habilité à le faire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est un accord. Voilà. C'est tout le piège du décret aussi, c'est de faire dire que c'est une décision qui est prise et de toute façon, personne ne pourra revenir là-dessus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire en sorte que le contradictoire s'exerce, vous informer et informer d'autres personnes, mais aussi faire en sorte que ces décisions publiques soient prises avec des éléments qui permettent d'éclairer les décisions et que les élus aussi prennent leur part de responsabilité dans ces décisions qui vont être prises ou ces abstentions de décisions. Et je voudrais rappeler par rapport à ça, il ne faut pas oublier que c'est les élections municipales, donc on peut interpeller vraiment l'ensemble des candidats, ceux qui sont sortants et ceux qui se positionnent. Il y a aussi, on peut interpeller ces députés directement. Nous mettrons à disposition des stickers, des badges, et puis vous pouvez pour mettre sur les voitures, etc. Parce qu'il faut faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez sur vos réseaux sociaux, et là aussi on mettra des kits à disposition sur les différentes pages des associations. Vous voyez qu'il y a des visuels qui ont été préparés. Il faut faire diffuser sur les réseaux sociaux pour que la population s'en empare également et pour qu'elle puisse faire comprendre aux élus ce qu'elle souhaite. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont être disponibles dans les jours qui viennent. Il y a un journaliste qui voudrait poser une question également. Merci. Bonjour, j'ai 2 petites questions. Je voulais savoir il y avait combien de riverains qui ont signé le recours, qui font partie du recours. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu une réponse, une réaction de la préfecture après le décret pris par M. Bayrou? Alors, sur le nombre de requérants, je peux répondre, il y a la CEPENSO, mais 10 autres riverains. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont manifestées, mais à un moment donné, il fallait qu'on sécurise
l'intérêt à agir et la finalisation de notre requête qui a été enregistrée hier auprès du greffe du Conseil d'État. Et sur votre autre question, c'est quoi? La réaction à la préfecture par rapport au décret? Moi, j'ai pas eu de contact particulier à ce sujet avec la préfecture. Maintenant, ils sont bien sûr informés de ça et c'est fait pour sécuriser pour partie la dérogation espèces protégées et donner la main au service de l'État pour instruire. Donc forcément, ils ont été avisés de ça. Il y a eu des discussions entre la préfecture de préfecture départementale, mais aussi de la région, puisque les services de l'ADREAL relèvent de la région, les services de l'État de la région. Donc oui, il y a une discussion qui se fait. Maintenant, est-ce que Bayrou, avant de quitter le gouvernement, a discuté avec les services de l'État autre chose de ce qui est contenu dans la fiche d'impact annexée au décret que vous pouvez consulter sur Internet? Je suis sûr que non. Il faut regarder aussi les délais dans lesquels ce décret a été signé. Le vendredi 5 septembre pour un départ du gouvernement pour François Bayrou le lundi 8. Bon, enfin, voilà, Il était question que Gabriel Attal signe ce décret, mais il a pas signé. Voilà, quand il allait partir, il devait le signer, et puis il l'a pas fait. Bon, mais là, Bayrou l'a fait au moment de partir. Il l'a pas fait en sachant qu'il allait rester. Ça veut dire beaucoup de choses quand même. Avec d'autres, d'ailleurs, ce jour-là, le vendredi 5, il y a de nombreux décrets qui ont été signés, et notamment qui étaient liés à l'environnement dans une certaine précipitation, clairement. Oui, je parle pour le collectif du Bois Vert. On est installé sur Parampure. Je voudrais dire une chose sur le sage naprophone qui apparemment n'est pas concerné. C'était pour dire que les 17 hectares qui vont être remblayés, en fait, ils vont être aussi asséchés. Il y aura, je ne sais plus combien de milliers de micropieux qui vont s'enfoncer jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, justement pour assécher tous ces 17 hectares, pour pas que l'usine bouge. Donc ils vont aller jusqu'à la roche, jusqu'à une couche stable, quoi. Et la couche stable est à plus de 25 mètres, je crois. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre sur cette partie-là, c'est qu'elle n'est pas encore instruite. Encore une fois, les services de l'État, l'ADREAL, etc., vont prendre en compte ces choses-là. Non seulement c'est pas encore instruit, ensuite il n'y a pas d'avis, et ça veut pas dire que les avis d'ailleurs vont être favorables. Et s'ils le sont, ils devront être argumentés. Et là encore, les choses, si elles ne sont pas faites correctement, sont contestables. Je voudrais vraiment insister sur le fait que le porteur de projet présente à chaque fois les choses comme si c'était fait, comme si c'était validé. Mais on est en amont de l'enquête. On est en amont des avis environnementaux, de l'autorité environnementale, de l'ADREAL, des études d'impact. On est en amont d'autorisation. C'est pas parce qu'on décide qu'on va faire que c'est possible. C'est vraiment important de le comprendre, et c'est pour ça que ça n'est pas terminé. On est au début. Les gens ne doivent pas partir d'ici en se disant on est fichu. Pas du tout. Moi, je voudrais rebondir sur ce point, parce que quand je suis sortie de la réunion mardi, il y a une dizaine de jours, de la réunion donc du porteur de projet, je suis sortie de cette réunion pas du tout, en perdant toutes mes illusions, en me disant bon, ben c'est déjà joué. Et donc en fait, quand vous nous dites c'est pas encore fait, il faut se mobiliser, c'est très très important de le faire. Parce que je vous dis, moi il y a 10 jours, je me disais bon ben c'est fichu en fait. Et en fait, c'est exactement le message qu'ils veulent nous faire passer. C'est-à-dire, ils veulent nous faire croire en fait que nous sommes une minorité de contestataires, et que en fait la majorité des gens sont tout à fait sur le projet, ils voient la création d'emplois, alors que quand on leur demande sur les 200 emplois, combien seront des emplois vraiment locaux pour les gens qui sont déjà là, ils nous disent 10%. Donc en fait, le bénéfice pour les personnes de Parampure ou de Blanquefort ou de la Cube en général est nul. Il n'y a aucun bénéfice, il n'y a que des désavantages et des risques. Il faut le voir, ça.
Moi, je voudrais apporter un témoignage en tant qu'entrepreneur local par rapport à ça. Ici, on a eu 1000 emplois qui ont été créés là sur Darwin. On sait ce que c'est. On est à moins de 3% de subventions publiques sur plus de 60 millions qui ont été investis ici dans ce projet. On n'est que des entreprises locales qui sont basées ici et dont les sièges sont ici et il n'y a pas de holding en Suisse. Donc moi, je me pose quand même la question, quand on voit la masse d'investissements publics, et pas qu'investissements, et subventions, qui ne sont pas des investissements. Les subventions, c'est des dons aux entreprises, hein. C'est pas de l'investissement. Quand on me parle de souveraineté nationale et que je vois que la holding propriétaire de l'usine qui va être installée là est en Suisse et que c'est organisé par un ancien commis de l'État français qui connaît très bien les rouages, je me demande dans quelle mesure, et qu'on voit qu'il n'y a pas de viabilité économique, que la technologie est une technologie qui pose question, qu'il y a des enjeux écologiques majeurs. Je me demande dans quelle mesure c'est pas tout simplement une arnaque à l'évaporation des finances publiques, comme on en voit malheureusement trop souvent. On parle beaucoup en ce moment de taxer certaines holdings qui créent de l'évaporation. Là, on a l'archétype vraiment du montage qui est totalement contraire à l'intérêt national, qui utilise massivement l'argent public et sans aucun ancrage local, sans aucune retombée positive pour le territoire. Moi, je suis ébahi de voir un multi-scandale en fait. Scandale écologique, scandale de l'utilisation des fonds publics, scandale de l'évaporation fiscale. Enfin, on a tout. Peut-être de la collusion, j'en sais rien. Par rapport au territoire lointain de la Nouvelle-Calédonie, une paupérisation encore accrue de ces territoires-là. Enfin, les bras m'en tombent, quoi. Après, quelqu'un a posé la question, a émis la réflexion de que font les gens sur place. Nous, on est de Parempuire, on a assisté donc depuis 1 an et demi à toutes les réunions. C'est très difficile aussi de se mobiliser. Pourquoi ? Parce que lors des réunions, on était face aux dockers de Bassins qui nous ont menacés. Les dockers amenés donc par E2ME et le Grand Port Maritime qui était là pour nous menacer. Donc c'est pas évident non plus. Les gens sur place aussi ne sont pas au courant. On nous dit vous y allez, nous voilà, allez-y, vous faites ça pour nous. Donc l'information sur place est très importante. Il faut parler autour de soi beaucoup. Et la presse est importante aussi. S'il y a des gens de la presse, je les invite à être beaucoup plus actifs sur ces sujets-là pour nous aider. Bonjour, je m'appelle Michael Gisquet, je suis un élu de la ville de Bruges. Donc je suis un élu minoritaire ou d'opposition, comme on les nomme. Je suis venu ici pour être informé, parce que très clairement, nous qui sommes très très proches, nous ne sommes pas du tout informés de ce qui se passe. Donc j'ai une question, c'est pourquoi cette entreprise, entre guillemets, s'obstine absolument à vouloir s'implanter ici. Ça serait intéressant de comprendre ce qui les motive profondément. Ça, c'est ma première question. Et juste la deuxième chose est une réflexion par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure le président de la CEPANSO sur le fait qu'il y a plein de projets aujourd'hui que vous ne pouvez pas intervenir sur tous. Et on peut aussi s'étonner de la non-implication des élus. On a parlé des municipales. Faut savoir une chose, c'est qu'en fait, quelque part, chaque ville a un projet qui est écologiquement inacceptable. Et donc, personne ne se manifeste trop parce qu'on n'a pas envie qu'on vienne s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Vous voyez, nous, à Bruges, par exemple, on va construire, si je dis on, même si je n'étais pas d'accord, mais on va construire un énorme data center au bord du marais de Bruges, qui est géré par la CEPANSO d'ailleurs. Donc, vous voyez que personne n'est à l'aise et en fait, dans chaque ville, on se rend compte qu'il y a toujours un projet
qui est écologiquement inacceptable ou peu viable. Et donc, à Bruges, je suis candidat aux élections municipales 2026 et je dis à tout le monde, c'est un moment démocratique, il faut savoir le saisir, parce que la réalité, c'est que hors des élections, et pour les élus, alors moi je suis minoritaire, mais même pour ceux qui sont en place, il faut savoir que communiquer, c'est pas simple. Tout le monde est dans sa vie, dans sa course du quotidien, et qu'on a du mal, pour une raison ou pour une autre, à mobiliser les gens. Donc vraiment, les municipales, c'est un temps démocratique, c'est un temps d'échange, de dialogue, de réunion publique, etc., etc. Il faut peut-être pas toujours y aller avec une idée, avec un monoprojet, mais il faut aussi saisir l'occasion, quoi, de s'exprimer. Oui, je voulais juste dire que la députée qui représente la région en question est très proche de Madame le maire de Blanquefort, qui l'a énormément soutenue au moment et de Parempire, qui les ont soutenus. Donc ces deux maires qui ont énormément soutenu Madame Gott, c'est ça, Go, Pascal Go, qui est donc la députée qui représente cette région, a été très soutenue par ces deux maires aux législatives de la blague qu'on nous a faite l'été dernier. Donc il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on a quand même une députée, quelqu'un qui est bon, on sait que le Parlement à l'heure actuelle est plus ou moins fictif, mais bon, on a quand même des représentants démocratiques, normalement, qui devraient pouvoir parler de ce projet au niveau même national. Et apparemment, elle est présidente du SAGE. Je répète parce que vous n'entendez peut-être pas. Donc, on a des élus qui devraient pouvoir nous soutenir. Donc, il faut qu'on se mobilise justement pour faire marcher la démocratie, finalement. Si je peux me permettre de vous répondre, les élus ne sont rien sans la population. Si la population ne leur demande pas, les élus ne pourront pas bouger. Je vais vous citer l'exemple de notre grand projet Inutile Imposé, qui est le GPSO. Il y a beaucoup de similitudes un peu avec votre projet. On essaye toujours de nous faire croire que c'est fait. D'ailleurs, on a débaptisé le projet pour l'appeler LNSO, parce que projet, ça dérangeait dans le sigle, et il fallait mettre ligne nouvelle, comme si ça existait déjà. Donc ça, ce sont toujours des artifices de communication. Là, dans notre cas, on a un collectif des élus qui s'est monté avec la plupart des maires des communes concernées, avec de nombreux conseillers municipaux. Il y a un collectif très, très fort et on a la chance d'être défendu aussi par 10 parlementaires. On a 5 sénateurs et 5 députés qui nous soutiennent dans la lutte contre le grand projet inutile du GPSO. Et malgré tout, c'est très difficile. Donc, il faut que la population s'autosaisisse de son problème, qu'elle sollicite les élus, qu'elle sollicite les candidats, et à ce moment-là, il se créera une dynamique avec peut-être des communes et des élus qui changeront un petit peu de position et qui vous défendront. Je pense que c'est très important. S'il n'y a pas la population à la base qui est demandeuse, il ne se passera rien au niveau des communes et des municipalités. Je ne sais pas s'il y a des journalistes qui ont des questions à poser. Je voulais dire aux journalistes qui quitteraient la salle avant qu'il y a un dossier de presse à prendre, et à ceux qui sont en ligne que vous pouvez envoyer en commentaire si vous voulez le dossier de presse, les infos, on diffusera massivement, mais signalez-vous pour qu'on puisse vous l'envoyer. Vous avez un dossier de presse qui reprend l'intégralité des points qu'on a évoqués et qui explique le pourquoi du comment du recours. Voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle Marion Crescent, je suis un des avocats de l'association Sea Shepherd France et du coup je voulais vous interroger, enfin nous on débarque un peu sur le sujet. Je voulais savoir s'il y avait déjà eu des points qui avaient été abordés, notamment la question de la présence des poissons migrateurs, des esturgeons, des aloses et des lamproies, et si déjà il y avait un sujet qui avait été abordé sur ce point-là. Alors, il y a eu en fait une enquête, il y a eu une étude environnementale en amont du projet qui a conclu à la présence d'un certain nombre d'espèces protégées, du vison, de l'anguille d'Europe notamment, qui en fait remontent dans les Jalles pour se reproduire.
Et il a été, donc l'étude 4 saisons a été un peu trop légère, c'est d'ailleurs ce qui est souligné dans l'avis du CNPN du 8 octobre, qui souligne qu'il y a des lacunes, mais ceci dit, cette enquête existante met bien en avant la présence d'espèces protégées, c'est une évidence. Et on est à côté d'une zone Natura 2000, on est en bordure d'estuaire, et on a produit dans le recours une lettre du président de la fédération, voilà, une lettre de la présidence de la fédération de pêche de Gironde qui s'inquiète justement, à juste titre, des effets du nickel et du cobalt dans l'eau, puisqu'ils sont tout à fait conscients que c'est tout à fait mortifère pour la faune. Donc oui, l'avis du CNPN est négatif parce qu'il y a des espèces protégées et que ce qui a été fait est insuffisant. Et oui, elles sont détectées et elles sont identifiées, en tout cas pour partie d'entre elles. Et donc c'est effectivement identifié dans les pièces. Encore une fois, l'étude de l'ADREAL, l'avis de l'ADREAL n'a pas encore été rendu. J'ai envie à cette étape de faire confiance aux services de l'État pour réaliser que la zone, effectivement, est une zone absolument à protéger, en l'occurrence parce que l'état de l'estuaire aujourd'hui est moyen, c'est ce qui remonte partout, à la fois en quantité de poissons, en qualité de poissons, en qualité des eaux. On a une Garonne qui n'est pas dans son meilleur état. Et que si on veut l'améliorer, si on veut faire quelque chose pour que les générations suivantes aient encore la chance d'avoir cet estuaire en bon état, il faut faire des efforts considérables. On vient juste de réautoriser l'affinage des huîtres sur cet estuaire qui était interdit pendant des années à cause de la qualité de l'eau. On a du cadmium dans l'eau. Enfin, on a vraiment du travail à faire sur cette Garonne. C'est pas la peine de lui rajouter effectivement des risques supplémentaires. Voilà. C'est le plus grand estuaire d'Europe et je pense que c'est un des endroits où effectivement il y a de la reproduction de poissons. C'est le seul intérêt européen de ce projet. Et c'est le seul intérêt européen de ce projet, oui. Et on a fort à faire pour défendre cet endroit, évidemment. Alors oui, pardon, j'avais votre question en plus tout à l'heure parce que j'ai la réponse, une partie de la réponse. Alors pourquoi cet endroit, pourquoi Parempuire-Blanquefort et pourquoi cette zone? Eh bien en fait c'est parce que ce que vous expliquait Olivier tout à l'heure, c'est parce que le grand port maritime de Bordeaux est en perte de vitesse, que l'ensemble des ports maritimes français d'ailleurs ont reçu des consignes de l'État pour rentabiliser l'usage des ports. Et donc, dans cet état d'esprit, le grand port de Bordeaux, à cet endroit et ailleurs d'ailleurs, parce que finalement au Verdon, sur l'usine de Pure Salmon, c'est le même sujet, a une seule ligne directrice qui est produire du trafic maritime, rentabiliser le foncier pour louer le foncier et améliorer la situation du port qui est catastrophique. Enfin, on ne va pas se le cacher, les dockers sont en perte de vitesse, le port a du mal à rentabiliser les infrastructures. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Ils ont cherché, comme expliquait Olivier, de l'extraction de granulats, des pales éoliennes, des projets qui avaient des impacts moindres, mais qui ne se sont malheureusement pas faits. Et puis, ce porteur de projet s'est manifesté et ils ont sauté sur l'occasion en se disant c'est l'occasion d'augmenter le trafic maritime et de faire quelque chose. Sauf que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi à n'importe quel endroit. Et même si on a besoin de rentabiliser le port, de créer de l'emploi, etc., on est obligé de se poser la question des zones qu'on utilise et de la dangerosité et des niveaux de risque qu'on fait courir à la fois à la population mais aussi à tout l'écosystème. Et donc c'est la raison du pourquoi c'est une espèce de recherche de rentabilité. Sur ce port de Gradkina qui a été construit et qui a coûté 14 millions d'euros, qui a été construit en 2014, il a été épinglé par la Cour des comptes comme n'ayant pas d'utilité et une dépense qui finalement n'était pas rentabilisée. Bon. Ça arrive, on peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut réaliser que c'est difficile à cet endroit de trouver un projet, il n'y a pas de souci. On peut aussi considérer que la zone artificialisable de 5 hectares, c'est petit et que ça... Bon, on peut se tromper,
et on s'arrête. Parce que là, en fait, le projet consiste à un endroit où on s'est peut-être trompé sur 14 millions. Bon, ça arrive, il y a en 2014, il y a plus d'une dizaine d'années. Consiste à cacher le truc par 500 millions de bêtises supplémentaires. C'est ça le sujet. Et donc, à un moment, il faut aussi savoir s'arrêter et se dire, bon, bah, peut-être qu'on s'est trompé et qu'à cet endroit, on peut faire, je sais pas, un plan de kayak ou un chargement de tomates agricoles, mais qu'on ne pourra jamais rentabiliser l'investissement. Et bah, c'est pas grave. Et là, en fait, c'est ça. Ou faire une AMI ouverte. Pardon, excusez-moi. Petite question peut-être pour Maître Chambord. Ce décret, concrètement, est-ce qu'on peut dire qu'il permet de simplifier en fait l'installation de l'entreprise M et du coup qui permet aussi l'octroi du permis de construire? Concrètement, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non. D'accord. Non. Ou alors vous simplifiez à l'extrême et ils ont peut-être déjà pris les décisions, mais ils n'ont pas encore mis la date. Mais non, ce décret, il dit une chose, il dit juste que au niveau de la communication et de l'acceptabilité pour le territoire, c'est un projet d'intérêt national, donc veuillez lui réserver le meilleur accueil qui soit, y compris au sein des services déconcentrés de l'État sur le territoire au niveau de la région et du département, la préfecture de la Gironde. Et il dit une chose, il dit une des conditions de la dérogation espèces protégées est remplie, il y a une raison impérative d'intérêt public majeur de faire un projet là, et donc c'est une des conditions pour délivrer une des autorisations qui est la dérogation espèces protégées. Mais il reste à modifier le SCOT, il reste à modifier le PLU, il reste à délivrer un permis de construire, il reste à délivrer une autorisation ICPE, il reste à délivrer une autorisation loi sur l'eau et la dérogation espèces protégées. Donc en fait, il est très en amont et c'est essentiellement, je crois que dans la fiche d'impact c'est dit, hein, c'est ce souhait de contribuer à l'acceptabilité du projet dans le territoire. Et après, le seul effet concret que ça a, c'est de donner la main au service de l'État pour faire modifier le SCOT, le PLU et délivrer l'autorisation de permis de construire qui normalement sont l'apanage pour ce qui est des documents SCOT et PLU de Bordeaux Métropole, et pour ce qui est de la délivrance des autorisations de construire, normalement les deux communes d'implantation, Blanquefort et Parent-Puire. Voilà, le seul effet concret qu'a ce décret, c'est de simplifier la procédure sur l'instruction et la mettre aux mains de l'État, et de sécuriser une des trois conditions de la décision de dérogation espèces protégées, qui n'est pas encore prise. Au nom du collectif du Bois Vert, je voudrais rajouter que l'intérêt du grand port maritime de Bordeaux, c'est simple, c'est 200 000 tonnes de trafic entre l'entrant et le sortant, ce qui signifie à 20 tonnes par conteneur, c'est-à-dire 10 000 conteneurs. Donc ça va booster l'activité du port autonome de Bordeaux, ça devrait, pardon. Et il faut savoir que ce dossier, il est extrêmement politique, on ne peut pas se tromper, quoi. La députée, le président du conseil régional, le président du conseil départemental, la présidente de Bordeaux Métropole, tous ces gens-là, la maire de Parent-Puire, la maire de Blanquefort, le maire d'Ambarès, font partie de la même mouvance. Donc voilà. Je voulais juste revenir sur la mauvaise foi de l'entreprise de 2ME qui est sur le port de Gratequina. La question a été posée donc il y a 10 jours dans la réunion sur les risques environnementaux et d'inondation, etc. Et ils ont complètement passé sous silence le fait qu'il y a eu un investissement de 14 millions d'euros il y a une dizaine d'années sur le port. Et ils nous ont raconté que le port de Gratequina avait été construit par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale et qu'en fait il y avait un port à Gratequina depuis les années 20. Donc voilà ce qu'on nous dit quand on dit... Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais ils n'ont pas du tout mentionné le fait qu'il y avait eu un investissement de 14 millions d'euros il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc ça, ils ont bien noyé le poisson, encore une fois, sur ce sujet-là. Donc en fait, ils sont d'une mauvaise foi caractérisée. Voilà. Je suis désolé, on est obligé de couper le live. Donc c'est juste pour prévenir et remercier les personnes qui étaient connectées
à distance.